Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on parle de Salto, donc le service SVOD qui risque probablement de fermer ses portes très prochainement. C'est juste après ça, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui au programme je vous partage mon écran. On va donc parler de Salto. Salto, on en avait déjà parlé récemment. Alors je sais plus à quand est-ce que c'était, mais c'était il y a quelques streams de ça, quelques matinales de ça. Et donc ce matin un article de Numérama qui confirme que Salto ne devrait pas passer l'hiver. Donc voilà, on regardera ça tous ensemble tout de suite. Ensuite on enchaînera avec l'éclaireur Fnac, du coup un article de l'éclaireur Fnac qui parle de potentiellement, donc on a remarqué que pas mal d'applications tierces qui utilisent Twitter et certaines grosses applications tierces n'avaient plus accès à l'API. Donc au début on pensait que c'était un simple bug, mais visiblement ça serait pas un bug, ce serait peut-être une action volontaire de la part de Twitter. Donc voilà, on regardera ça ensemble. Ensuite je vous partagerai, on testera un outil qui s'appelle Jitter, qui vous permettra de créer facilement des animations. Vous verrez ça, ça permet de faire du motion assez rapide avec un système de template qui est plutôt bien fichu. Et puis je parlerai également d'une petite mise à jour de Figma qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et une fois qu'on aura fait ça, évidemment, on pourra faire un petit coup de Gartic avec pas mal de petites actus que je vous présenterai. Est-ce que ça vous va comme programme, les amis? On va commencer dès à présent du coup avec ce premier article que je vous mets sous les yeux. Et merci beaucoup pour le follow, merci Tulip. Merci beaucoup, bienvenue ce matin et merci de nous rejoindre. Alors du coup, premier article du coup de Numérama, et donc Salto qui ne devrait pas passer l'hiver. Donc rapidement au niveau de l'article, ce qu'on nous explique c'est que en difficulté financière suite au désengagement de TF1 et de M6, puisqu'à la base c'était une association en fait de... Alors je sais pas si c'était dès le début, mais grosso modo l'idée c'était quand même une espèce d'association, on va dire, de plusieurs groupes. Il y avait TF1, il y avait M6 et je crois qu'il y avait France Télévisions qui était avec. Donc en difficulté financière suite au désengagement de TF1 et M6, Salto espérait qu'un repreneur le sauve. Malheureusement, seul un acteur espagnol peu fiable a manifesté son intérêt, ce qui aurait contraint le conseil d'administration du service à rejeter son offre. Selon Pure Media, la dissolution du service de streaming pourrait être actée le 20 janvier, donc je crois que c'est vendredi si je ne me trompe pas. Donc ça devrait pas... On devrait être... disons que le sort de Salto devrait être scellé très prochainement. Lancé en octobre 2020, après des années de discussion, Salto pourrait voir son aventure se terminer dès le mois de janvier 2023. Selon Pure Media, qui cite aussi des informations obtenues par l'informé, la piste d'une reprise de Salto a été abandonnée par sa direction. Il y a des utilisateurs de Salto ou pas? Moi je sais que j'ai testé, j'ai fait l'essai gratuit, j'ai même fait l'essai payé, enfin j'ai même payé pour utiliser le service, après j'ai coupé. Mais je trouvais que l'interface était plutôt bien fichue et honnêtement pour un service français je trouvais ça très bien. Enfin je dis pour un service français parce qu'on a souvent tendance à dire que en France on fait pas des choses cool au niveau de la tech, alors que pas du tout, on fait vraiment de très belles choses et on a de super licornes d'ailleurs en la matière. Donc voilà, si vous avez testé n'hésitez pas à me le dire, je veux bien vos retours d'expérience. Donc du coup, qu'est-ce qui va arriver à Salto? Pure Media raconte que Delphine Ernotte, la patronne de France TV, abordera la question de la dissolution de la société Salto le 20 janvier lors d'un comité social économique central extraordinaire. Deux hypothèses sur la table, soit une dissolution pure et dure, soit une dissolution avec cessation des actifs, ce qui permettrait aux trois acteurs de rembourser une partie de leurs dettes. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on nous précise d'autre? Bon, on nous explique un peu voilà, le prix, etc. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Dans l'hypothèse où Salto arrive à revendre ses actifs, peut-être qu'une transition vers un autre service sera proposée. Sinon, ce sera aux utilisateurs Salto de choisir vers quoi se tourner. Il y a plusieurs remplaçants potentiels comme Molotov TV, MyCanal, MyTF1 Max ou 6play Max, même s'il faudra sans doute un mélange de tous ces services pour retrouver tout Salto. Selon Pure Media, Salto n'aurait plus de locaux et plusieurs employés seraient déjà partis. Clairement, je pense que ça sent le sapin. Voilà, on va pas se mentir, ça sent le sapin. C'est bien dommage. Moi j'avoue, comme je vous l'ai dit, je trouvais que Salto, en termes en tout cas d'ergonomie, d'interface, etc., c'était pas si mal que ça, c'était plutôt bien fichu. Après, autant sur la forme c'était bien, autant sur le fond... il y avait de bonnes choses, mais je pense qu'en
hardcore, c'était pas du niveau de, je sais pas, ce que proposait par exemple Canal. Même si je suis pas abonné Canal, mais j'ai beaucoup de proches, donc de temps en temps j'ai pu tester le service. Clairement en termes de comment ça s'appelle, de contenu, on va dire, hein, de contenu pur, c'est pas du tout le même niveau, je pense. Et puis pareil, des grosses prods type comment ça s'appelle, je vais y arriver, des grosses prods type Netflix ou autre par exemple, des grosses franchises comme celle-ci, bon, clairement ils rivalisent pas avec, quoi. Mais c'est bien dommage parce qu'il y a un super outil, je trouve, qui a été développé, et ce qui m'embête un peu, c'est que ce soit pas repris et que ça tombe purement à l'eau. Voilà, c'est un peu mon analyse en tout cas. Bon, on sentait déjà que ça sentait pas très bon dans tous les cas. Le départ de TF1 et d'M6, clairement, ça annonçait rien de bon. Mais là, on va dire que c'est un peu le dernier souffle, et très probablement que vendredi, on va nous informer que ben, c'est la fin, quoi. Voilà. Bon, c'est triste en tout cas. C'est plutôt, c'est pas une grosse surprise, mais c'est triste. Voilà, donc cet article de Numérama qui détaille un petit peu tout ça et qui est fort intéressant. On enchaîne du coup avec un article de l'éclaireur Fnac aussi. J'enchaîne un petit peu vite, comme ça nous permettra d'accéder assez facilement ensuite au petit Gartic. Pas au Gartic, si c'est ça, au Gartic Show. Et donc un article qui porte sur Twitter, un article de l'éclaireur Fnac qui parlerait donc d'une coupure des services de Twitter en termes d'API. Donc en fait c'est ce qu'ont remarqué beaucoup d'applications tierces qui typiquement en fait n'avaient plus du tout accès aux API comme d'habitude. Au début on avait l'impression en gros que c'était un genre de Hello Cool Freeze, bienvenue à toi. On avait l'impression que c'était, on va dire, un bug de service, mais il s'avère que ça serait pas véritablement ça, et surtout il y a des données, des captures d'écran et autres espèces de messages et de notes internes qui ont fuité, qui sembleraient croire que, ben non, en fait, ça a vraiment été fait exprès. Donc je vous lis ça rapidement. Cela fait plus de 3 jours que les principales applications tierces de Twitter sont inutilisables. Leurs développeurs deviennent de plus en plus méfiants quant aux véritables raisons de l'arrêt de leur service. Depuis jeudi dernier, de nombreuses applications tierces pour accéder à Twitter autrement que par son propre logiciel sont inaccessibles. Alors quand on parle de logiciel tiers, c'est pas entre guillemets le gars ou la nana dans son coin qui a développé une petite appli via API Twitter. C'est vraiment des grosses applis, voilà, je crois qu'ils en citent un petit peu plus loin dans l'article, qui tournent depuis déjà des années, qui ont voilà, beaucoup d'utilisateurs et d'adeptes, quoi. Malgré les efforts des développeurs de ces clients externes, dont certains existent depuis plus de 10 ans, aucune solution n'a encore été trouvée. Pire, aucune communication officielle n'a été faite du côté de Twitter depuis tout ce temps. De nombreux médias ont déjà essayé de contacter l'entreprise pour essayer d'en savoir un petit peu plus, mais celle-ci ne possède plus de pôle dédié aux relations presse. Ça fait suite un petit peu à toute l'affaire Elon Musk et compagnie, voilà, qui a viré une bonne partie des gens, puis finalement il devait revenir. Enfin, je pense que ça, vous êtes plus ou moins au courant. Donc, plus de pôle dédié relations presse depuis son rachat avec Elon Musk l'année dernière. Et donc, compliqué de communiquer, on va dire, avec les médias. Bienvenue à toi, Eliadrim, bienvenue à toi. Très content que tu nous rejoignes. C'est du sabotage, dit Tompus. Écoute, je ne sais pas, mais ça semble être ça. Tu vas voir un petit peu plus dans l'article. Grosso modo, c'est ce qui semble être, se profiler, on va dire. Bonjour, comment ça va ici? Merci beaucoup. Bien, ça va très bien, Eliadrim. Écoute, on fait le tour un petit peu de l'actualité web, donc n'hésite pas, si tu veux t'installer, écouter, je te fais un petit condensé, on va dire, de tout ce qui s'est passé un peu sur le web. Et donc là, on est en train de parler de Twitter qui en fait semble couper, on va dire, en tout cas c'est la piste qui est la plus probable, l'accès à toutes ces API, et donc notamment à des des grosses applications basées là-dessus en fait. Alors donc l'article, j'en étais où? Ouais, j'en étais là. Les équipes de développement de Tweetbot. Donc Tweetbot par exemple, ça fait partie un peu de ces applications tierces qui existent depuis pas mal de temps et qui se voient en fait mis sur le banc de touche parce que plus accès finalement à l'API de Twitter. Donc les équipes de développement de Tweetbot ont bien réussi à faire revenir momentanément leur service, mais celui-ci a rapidement été arrêté à nouveau. C'est à ce moment-là que beaucoup, dont Paul Haddad,
Paul Haddad, le co-créateur de l'application, se sont mis à accuser sérieusement Twitter de délibérément supprimer leurs accès. Une simple théorie devenue rapidement plus tangible après la publication par The Information de messages partagés en interne par des employés de Twitter. Tom qui dit j'ai pas lu l'article mais bon il n'y a pas de coïncidence, mais clairement de toute façon je pense qu'ils doivent préparer, je te lis un petit peu plus l'article, tu vas voir. Globalement il semble dire que une communication va se préparer, je pense, de la part de Twitter, mais ils s'en cachent pas trop, parce que encore une fois, quand tu parles de Tweetbot qui effectivement a trouvé une espèce de solution, en gros je crois qu'ils ont utilisé une ancienne clé API, un truc comme ça, et comme par hasard un jour ou deux après, bim, ça a été recoupé, donc là ce serait une trop grosse coïncidence quoi. Yes, donc Twitter est en PLS. Alors c'est pas Twitter qui est en PLS, Eliadream. C'est clairement le service en fait quand tu accèdes depuis Twitter classiquement ça fonctionne. En revanche toutes les applications, toutes les on va dire ouais, si tu veux il y a des en externe, on va dire, quand tu arrives sur Twitter, là, tout ça, c'est l'interface, c'est géré par Twitter, donc voilà, c'est sous leur contrôle. Par contre, ils donnent accès à une API, donc une API, ça va être comment je pourrais dire ça, je sais pas si t'es à l'aise en fait en termes tech ou pas, si ça te parle une API, mais grosso modo c'est une interface sur laquelle tu vas avoir accès à tout un tas de données, et donc il y a des gens qui vont créer, on va dire, des applications qui sont des gens qui sont pas forcément de Twitter et qui vont avoir accès en fait à cette donnée là pour pouvoir proposer peut-être je sais pas moi une autre interface ou voilà une autre application qui est basée en fait sur Twitter, et en fait c'est cette partie là qui n'existe plus, enfin en tout cas qui ne fonctionne plus, et donc étant donné que Elon Musk est là depuis quelques temps et qu'on sait qu'il va un petit peu essayer de travailler le modèle économique. Alors justement voilà, Coolprise qui dit quel est l'intérêt de bloquer l'API. La question que se posent pas mal de gens, c'est est-ce que en fait ce qui se préparerait pas, c'est que soit l'API devienne peut-être payant, c'est-à-dire que là ils travailleraient peut-être pour ne plus la donner en accès gratuit. En tous les cas, ce qui semble être l'une des causes, c'est que Elon Musk juge que l'API ne rapporte pas en fait d'argent. C'est un coût en fait qui entre guillemets ne sert à rien selon eux. Je lis rapidement l'article, comme ça je continue un peu sur vos remarques qui sont tout à fait pertinentes. Donc concernant un sabotage, le doute ne semble plus permis. Twitter serait bel et bien à l'origine de l'arrêt des services des applications tierces. Donc il y a Twitterific, Tweetbot ou encore Phoenix qui sont des grosses applications tierces. Au lendemain de la panne entre guillemets de l'API, The Information publiait dans un article des échanges internes chez Twitter. Un de ces messages dit clairement, je cite, la suspension des applications tierces est intentionnelle, fin de citation. Selon The Information, une communication officielle est en préparation chez Twitter, mais il n'y a aucune information concernant une quelconque date ou des éléments de cette communication. Pour beaucoup, Twitter aurait décidé de révoquer l'accès, donc c'est là qu'il y a la réponse effectivement à votre question. Pour beaucoup, Twitter aurait révoqué l'accès à ces applications car celles-ci ne rapportent pas d'argent à Twitter, qui en a désespérément besoin, et n'emmènent pas les utilisateurs et utilisatrices directement sur le service. Voilà. Donc je pense que ça répond un petit peu à votre question, c'est la moula, voilà. C'est un peu ça la réponse. Comme l'explique la société spécialisée Misk, Tweetbot est allé chercher une nouvelle clé d'API pour tenter de pallier le problème. Cela n'a marché qu'un temps. L'API fonctionnerait donc bien et il ne s'agirait pas d'une panne mais plutôt d'une désactivation ciblée des clés. Il manque encore le fin mot de l'histoire qu'on espère très bientôt via une communication officielle de la part du réseau social. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors, je lis vos commentaires. Tac. Donc ça, j'ai répondu. J'y connais pas grand-chose dans les détails, mais j'essaie d'apprendre un peu. Ok. Ben voilà, tu vois, une API, donc il y a grosso modo, l'idée c'est ça, c'est en fait, demain, si par exemple tu montes un site internet, je sais pas moi, un blog par exemple, imaginons tu crées ton blog, tu publies tes articles, etc. Tu as tout à fait la possibilité techniquement, après ça dépend des solutions évidemment, mais tu as la possibilité de donner à des utilisateurs externes l'accès à certaines des informations publiques, c'est-à-dire à tes articles ou ce genre de choses. Et donc des fois ça peut être plutôt une bonne chose parce que en fait typiquement sur le cas de Twitter, toutes ces applications externes, on va dire, permettent en fait et contribuent aussi à ce que ton application soit connue.
indirectement, en fait, voilà, les tweetbots, etc., enfin, tous les utilisateurs de ce type de service externe vont consommer en fait du Twitter, parce que la finalité c'est ça, hein, c'est quand même d'utiliser, c'est de consommer en fait tes informations, mais d'une autre manière en fait, voilà, parce que peut-être on va te proposer une autre interface ou ce genre de choses, quoi, donc quelque part ça t'apporte aussi. Il y a qui met Elon vise la rentabilité et le bénéfice. Alors ça de toute façon il a été assez clair je pense là-dessus. C'est-à-dire que depuis la reprise de Twitter et depuis qu'il parle d'une espèce de V2, de toute façon on savait très bien avant le rachat que Twitter, un de ces quatre ça allait être compliqué parce qu'en termes de rentabilité c'était un peu un secret de polichinelle, hein. Moi je suis pas dans les petits papiers mais bon grosso modo c'est aussi ce qu'il a dit quand il est arrivé, qu'au niveau économique c'était assez catastrophique, donc voilà, faudrait mettre le nez dans les comptes, mais globalement, c'est ce qu'il en ressort. Et donc, effectivement, je te le confirme, je pense que là, il vise à essayer de rendre ça plus pérenne et plus rentable. Alors, est-ce que son but, c'est de faire de l'argent? Probablement, ça reste un chef d'entreprise. Mais je pense qu'à minima, et ça, à la limite, est-ce qu'on peut lui reprocher ou pas? Je ne sais pas. C'est vraiment tout un débat. Mais au moins de rendre ça rentable pour que Twitter ne disparaisse pas. Parce qu'un jour, si ton activité n'est pas rentable, tu mets la clé sous la porte, quoi. C'est un peu l'idée. Liberty qui met avec WordPress, l'API est inclus dans le code de base pour reprendre ton exemple de blog. Exactement. Exactement. Donc, comme dit effectivement Liberty, tu as plein de solutions, hein, pour créer des blogs. T'as pas que WordPress. Mais effectivement, WordPress, depuis, alors je sais plus quelle version c'est exactement. Ils ont mis en place en fait par défaut tu peux activer ou désactiver une API, et donc grosso modo quand tu as ton blog ou qu'importe, hein, ce que tu utilises en fait pour ton WordPress, tu peux tu as une route en fait, une URL sur laquelle tu vas pouvoir effectivement donner accès à tous tes articles. Full freeze, Elon a lâché 43 milliards pour Twitter pour gagner de la caillasse, il est en train de tout péter. Moi, alors c'est très personnel comme point de vue, mais j'ai beaucoup de mal à croire que Elon Musk pose autant d'argent sur la table et n'ait pas une espèce de plan en tête en quelque sorte, parce que ça reste quand même quelqu'un qui est un businessman, c'est quelqu'un qui, je pense, a déjà bien prouvé qu'en termes de... Alors je parle pas d'éthique, hein. Là, clairement, sur ça, clairement pas. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé qu'il arrivait à faire développer des gros business. Il arrive à rendre rentable certains types d'activités. Je peux pas croire que le mec, en fait, même malgré tout ce qui s'est passé, tout le bruit qui a été fait, j'arrive pas moi à croire que, en gros, il ait fait ça sans un plan derrière et que tout ça n'est pas un minimum cadré. Je dis pas qu'il a pensé à tout, mais pour moi, je pense qu'il y a quand même une notion de... Enfin, malgré le personnage public, malgré toutes les frasques, etc., faut quand même se rendre compte que derrière il y a des notions d'argent, que probablement il n'est pas seul à gérer sa fortune, et que donc, voilà, il y a des notions de business plan, etc. Je peux pas croire en fait que le mec pète un câble, pose des milliards comme ça, et puis en gros il les jette à l'eau. Ça me paraît improbable. Mais voilà, c'est très personnel. Qui a vraiment besoin de l'API de Twitter par exemple? Exactement ce qu'on te disait au niveau des clients externes, c'est-à-dire ça peut être des applications extérieures en quelque sorte qui ont besoin de ce type d'utilisation. Si je te donne un exemple plus concret, par exemple, tu vas vouloir créer un site internet et puis tu vas vouloir montrer, je sais pas moi, dans un encart. Alors je prends l'exemple d'Instagram, souvent c'est un exemple aussi très très parlant. Souvent sur des sites type des sites vitrines ou je sais pas moi, un site de photographe par exemple, tu vas faire un site de photographe et il va vouloir montrer sur son site les dernières photos qu'il a publiées sur Instagram parce qu'en gros ça permettra de donner un peu de vie, etc. Comment tu les récupères ces photos là? Il était obligé en fait d'avoir un accès quelque part à Instagram et à ce qui s'est passé, enfin à ce que tu as publié, et donc ça tu le fais généralement via une API. Voilà. C'est un peu un exemple concret, c'est tu vas utiliser l'API d'Instagram pour récupérer les photos que tu as postées, voilà, et tous les jours par exemple ton site il va se mettre à jour, il va aller voir les dernières photos que tu as postées, tu vois, voilà, ça c'est un exemple. C'est problématique qu'il coupe ça finalement. C'est clairement problématique, oui, parce que le problème c'est que derrière il y a aussi des grosses... je pense qu'il y a probablement, je pourrais pas mettre ma main à couper, mais je suis certain qu'il doit y avoir comment ça s'appelle, des business qui se sont développés là-dessus, quoi.
clairement. Des applications tierces qui sont suffisamment grosses aujourd'hui pour générer du trafic et avoir un vrai modèle économique là-dessus, quoi. Elia qui dit je pense qu'il y a un plan derrière aussi. Bah écoute, c'est ce qu'on verra, l'avenir nous dira si on a raison ou pas. PayPal, c'est lui aussi, ouais. Alors PayPal, je sais pas s'il l'a créé ou s'il l'a repris et puis ensuite il l'a fait développer un peu à la Twitter. Je me souviens plus. Je pense qu'il est pas si con, son argent est important et je pense pas qu'il investisse et fasse des moves pour rien. Ben c'est ça. Moi c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Et OpenAI, ah oui, c'est vrai qu'il est dans effectivement, il est dans la structure d'OpenAI, en effet. Hello Basti, bienvenue à toi. PayPal, il a racheté, ok. Ouais, il me semblait bien que c'était pas lui qui était à l'origine du truc. Autant SpaceX, c'est lui qui l'a créé. Autant sur la partie, comment ça s'appelle, sur la partie PayPal, il me semblait bien que c'était pas lui le fondateur. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de rentabilité, il a clairement prouvé que voilà, c'était un businessman qui était assez avisé, on va dire. Voilà en tout cas pour cette petite actualité les amis, on va enchaîner rapidement avec un petit outil que je voulais vous présenter et puis ensuite une mise à jour de Figma aussi que je vous montrerai. Donc une mise à jour, une petite release qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui ma foi est un détail qui n'est pas à négliger, vous allez voir ça. Mais avant ça on va parler donc de Jitter vidéo. Jitter je l'ai vu passer dans pas mal de feeds, alors sur Twitter ça a pas mal popé. Sony en a parlé, il y a aussi, comment il s'appelle, je crois que c'est Anthony, il me semble qu'il s'appelle, de chez, j'ai un trou de mémoire, de chez Profession Mutant qui en a parlé. Enfin bref, plusieurs personnes ont fait popper cet outil. Alors on va pas le tester en profondeur, mais je vais vous montrer ça rapidement, juste histoire que vous ayez un peu un aperçu et comme ça vous pourrez aller tester vous-même. En gros, je pense que c'est un peu comme un Canva, mais pour le motion design, clairement. Donc grosso modo, vous avez la possibilité, donc là j'ai créé un compte, je ne vais pas passer sur toute la procédure, on crée un compte et on peut après créer un fichier, on peut en importer depuis Figma et ensuite animer tout ça, donc c'est purement 100% en ligne, donc ça c'est plutôt cool. Et donc on peut partir d'un fichier comme ça brut, from scratch. Au niveau de l'interface, je sais pas vous, mais moi ça me fait clairement penser à Figma. Hein. Je pense que là ils ont repris les codes, on va dire en termes de UX avec voilà le panneau de droite, les layers sur la gauche, etc. Le nom ici, rien de nouveau sous le soleil. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez un système de template, donc ça c'est très très cool, notamment pour peut-être si vous êtes dans le social media, si vous faites comment ça s'appelle, si vous animez des réseaux, ce genre de choses, des réseaux sociaux, des Discord, ce genre de trucs, et que vous avez nécessité par exemple à de temps en temps poster des petites animes, ce genre de choses. Ça c'est plutôt intéressant. Clairement ça fera pas, je pense, du motion comme After Effects, faut pas le prendre en tant que tel, mais par contre ça peut être assez intéressant d'utiliser ça si vous avez besoin d'une animation un petit peu rapide comme ça faite dans un coin de table. Et donc vous voyez il y a tout un tas de templates thématisés, social media. Oh merci Lior, merci beaucoup Lior qui arrive et qui lâche ses 5 abonnements tiers de niveau 1. Merci beaucoup Lior, merci. Je sais pas quoi dire de plus, hormis merci, parce que je n'ai pas encore de scène, tu sais. On est en train de travailler sur une scène en mode wouh, let's go, c'est parti, et puis c'est la fête, mais c'est pas encore en place. Donc merci en tout cas, Lior, pour ce don de 5 abonnements de tiers de niveau 1 qui iront à Tomanx, à Anto, à Alain, à Tardidris et à Unicose. Voilà. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. N'hésitez pas évidemment à claquer vos primes si vous voulez nous soutenir, ça sera avec grand plaisir. Anto a un abo pour sa chaîne, oui. Alors malheureusement, c'est pas moi qui décide à qui on affecte, mais évidemment, mon compte personnel Anto par le web est follower de cette chaîne. Et donc, voilà, apparemment ça a été attribué. Je peux pas malheureusement changer ça, sinon si je pouvais éditer et le donner à quelqu'un d'entre vous, je le ferais avec plaisir en tout cas. Écoutez, petit shoot-out en tout cas de l'ami Lior qui est un collègue streamer. Donc voilà, n'hésitez pas à l'occasion à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Voilà, c'est plutôt orienté dev, mais en tout cas c'est très très cool et c'est de qualité. En tout cas, merci beaucoup. Basti Kimé, il l'a fusionné avec x.com. D'accord, ok, donc ça je pense que tu dois parler de... C'était la conversation précédente, j'imagine. Tac. Donc rapidement, juste pour terminer sur Jitter, pour celles et ceux que ça intéresse.
Voilà, donc l'utilité, ça va être ça, hein, ça va être vraiment si vous avez nécessité de faire une anime un peu rapide, vous pouvez consulter toute une banque, on va dire, d'animations qui sont déjà préfaites. Et par exemple, si je prends celle-ci, imaginons, voilà. Donc, une fois que je clique... Oh, pardon, excusez-moi, je vous ai pas partagé mon écran. Voilà, donc je disais, quand je suis dans le menu principal, si jamais je clique par exemple sur celle-ci, donc j'ai accès effectivement à la même interface que tout à l'heure quand je partais from scratch, sauf que là maintenant, j'ai quelque chose de base. Donc si je clique sur play, on va dire en bas à gauche, j'espère que vous le voyez, hop, c'est juste... attendez... C'est en bas à gauche de l'écran en fait, hein. Vous avez ma souris ici, voilà. Quand vous cliquez sur play, hop, vous avez la timeline qui se déroule et donc vous avez l'animation comme ça qui se joue. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, comme vous avez tout un tas de templates, ben, en gros, ça vous fait gagner vachement de temps. Et si jamais vous voulez l'administrer, en fait, ici, vous avez un petit onglet. Soit là, on est sur le mode Animate, qui est un peu le mode où en fait, on va pouvoir lire la vidéo. Ou alors, vous avez accès à Design ici, donc il y a un système d'onglets en haut à droite. Et donc là, on peut aller éditer exactement comme Figma. Alors, il faut le dupliquer, évidemment, parce qu'on ne va pas aller modifier l'original, sinon toute la commune ne va pas être trop contente. Hop, donc j'accède au design. Et ici, ouais, voilà, je peux absolument éditer comme je veux et dire bienvenue sur Déclic, la communauté du web et du numérique. Je dis numérique maintenant parce que je disais digital, mais quand on arrête Samuel Etienne, il nous a dit que digital, ouais, c'est un mot qui est un peu controversé parce qu'apparemment digital égale doigt, tout ça. Je savais pas qu'il y avait tout ce genre de débat. Donc voilà, maintenant je dis numérique, au moins je suis carré. Et du coup, vous pouvez voir que effectivement, ma modification a bien été prise en compte et donc mon anime en fait se joue ici. Et alors c'est du freemium. C'est-à-dire, ouais, c'est très très simple d'utilisation, Elia. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Ça se prend en main très rapidement. Franchement, j'ai testé ça vite fait l'autre jour, mais j'ai pas mis 2 heures. Hein. Non, c'est pas la communauté qui claque des clics. On a déjà dit, on a demandé à Basti. Basti a dit que non, c'était pas possible. Donc voilà, il a confirmé le fait que c'était pas possible. Donc du coup, vous voyez que on prend ça en main très très facilement. On peut créer ses propres animes. Et puis, j'imagine qu'après la banque de les templates vont s'étoffer un petit peu plus. Donc ça sera plutôt cool, je pense. Voilà. Au niveau pricing, donc c'est du freemium, c'est-à-dire que vous avez accès à tout un tas de fonctionnalités de base et ensuite si vous voulez plus, vous payez. Donc de base, voilà, vous n'êtes pas limité au niveau du nombre de fichiers, ni au niveau du nombre d'exports, etc. En revanche, c'est du 720 30 fps. Pour celles et ceux qui connaissent rien, je pense que honnêtement, si vous voulez juste, entre guillemets, publier sur des réseaux sociaux, style sur votre Twitter ou autre, c'est largement suffisant du 720 30 fps, largement. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, voilà, faire de la 4K, 120 fps, etc., là, faudra passer sur un modèle du coup à 12 € par mois. 12 $, pardon, 12 $ par mois. Voilà pour le petit test, on va dire, et ce que je voulais vous présenter sur cet outil, jitter.video. Donc je vous partage ça dans le chat si vous voulez aller le tester un peu plus en profondeur, on va dire. Hop, voilà, comme ça vous avez le lien. Et on enchaîne rapidement avec une mise à jour. Donc là, ça va être la dernière actu avant qu'on parte sur le petit jeu. Donc une actu... Alors attendez, je vais ouvrir mon Figma, comme ça moi je pourrais vous faire le test. Tic tac, tic tac. Ouais, on va faire comme ça. Alors, une nouvelle release en fait, c'est-à-dire une mise à jour de Figma qui viserait en fait à améliorer en fait le système de mise à jour de librairie. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Figma, notamment si vous travaillez dans le cadre d'un design system ou ce genre de choses, vous avez la possibilité en gros de développer toute une bibliothèque de styles et de la mettre à disposition en fait d'autres personnes. Il y a des gens qui peuvent utiliser les styles que vous avez prédéfinis. Et quand vous faites une mise à jour de votre bibliothèque, je vais vous montrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quand vous allez mettre à jour ensuite vos styles, les gens qui consomment en fait la petite bibliothèque, enfin la petite librairie que vous avez mis à leur disposition vont pouvoir en fait mettre à jour tout simplement. Et donc là il y a eu quelques petites modifs. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Si par exemple je crée un nouveau fichier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test. C'est vraiment pour l'exemple. Hop, voilà. Et donc, bon voilà, je dessine un truc, ok, et je vais par exemple, je vais décider des couleurs, on va dire, de ma marque, par exemple, ok. Donc je vais commencer, je vais mettre par exemple un rouge, ok, un rouge un peu plus foncé,
Et puis par exemple, un bleu par exemple. Voilà, on va aller là. Ok, ça c'est les couleurs de ma marque. Ok. Je vais ici avoir accès, donc sur la partie de droite de mon panneau Figma, je vais pouvoir en fait créer un style, on appelle ça un style. Hop, je le fais ici. Ce qui va être en gros, ça va être on va dire une variable en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je vais... Ah, il faut que je vous monte un peu sinon vous n'allez pas voir. Hop, voilà ici, donc j'ai mon petit panneau. Ça va être une variable, donc je vais nommer en fait ma couleur. Ok, donc imaginons, je vais appeler ça color-brand. Ça va être la couleur de base de ma marque. Ensuite, celle-ci, je vais l'appeler, je vais aussi l'ajouter, et je vais appeler ça color- comment je pourrais appeler ça? Secondary. Ouais, ça allait, secondary. On s'en fout des noms, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Et puis celle-ci, je vais appeler ça, je vais dire que c'est ma couleur d'accentuation, par exemple. Même si ça va pas trop... je pense que c'est pas trop comme ça que je le définirai, mais bon. Color-accent, ok. Donc là, j'ai créé mes 3 styles. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, si je refais un carré, sur la partie de droite ici, j'ai accès directement, est-ce que vous voyez? Oui, je pense que vous le voyez. J'ai accès directement sur la droite, vous voyez, à mon color brand, color secondary, color accent. Et d'ailleurs, je vois que je les ai mal nommés. Je vais les renommer, vous allez comprendre pourquoi. Il ne faut pas faire un tiret, il vaut mieux faire un, voilà, comme ceci, un slash. Pourquoi? Parce que comme ça, lui, il ira automatiquement après les classer comme il faut. Hop, mon color accent. Et ensuite, mon secondary. Voilà, donc là, j'ai toutes mes couleurs qui sont ici sur la droite et auxquelles j'ai accès. Du coup, pareil, je vois que tu mets, il y a pareil, Figma, je ne connaissais pas. Figma, c'est un outil qui te permet de faire du design d'interface. Voilà, en résumé, c'est vraiment un outil qui est spécialisé sur le design d'interface, sur l'UI UX. Donc, j'ai créé mes 3 couleurs, et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais aller sur l'onglet Asset, et je vais publier ma librairie. Donc là, en fait, elle se nomme comme elle se nomme exactement comme mon fichier. Donc elle s'appelle test. Je la publie, d'accord, il n'y a pas de souci. Hop, je fais ça. C'est bon, ma librairie est publiée. Ce qui veut dire que si j'accède maintenant à un nouveau fichier extérieur, mais qui est dans ma team Figma, par exemple celui-ci que j'ai créé qui s'appelle test client, à partir de là, je vais pouvoir, même si je ne suis pas dans le même fichier, avoir accès à cette librairie. Donc si je reviens ici dans mon onglet de librairie auquel vous avez accès en haut à gauche, je vois que j'ai ici une petite case à cocher test que je peux activer. Et à partir du moment où je l'ai activé, ben, je retrouve en fait sur mon panneau de droite toutes mes couleurs. Est-ce que vous le voyez bien? Non, je vais me mettre en plein écran, comme ça vous le verrez bien. Voilà, vous avez ici accès aux 3 couleurs que j'ai définies. On voit bien que c'est sous test. Ok. Donc par exemple, je vais utiliser mon rouge. Et à partir de là, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une notion de mise à jour. C'est-à-dire que... Je vais faire comme ça, voilà. Il y a une notion de mise à jour. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis la personne qui a créé en fait cette librairie, je donne accès à mes couleurs, par exemple, à d'autres designers, et je décide que cette couleur de brand, finalement, elle est plus rouge. Non, 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 elle passe, par exemple, verte. Ok. Donc je définis cette couleur en vert. Je suis content. Je fais ma mise à jour. Hop, je publie ma mise à jour. Et à partir de là, moi qui suis utilisateur de la librairie, en fait, je vais avoir une notification, on la voit en bas à droite, qui me propose en fait de review et de mettre à jour finalement la couleur. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est quelque chose qui était déjà en place. Là où ça va être nouveau, c'est que quand vous allez update, vous avez maintenant un panneau qui vous permet en fait de comparer la version courante et la version mise à jour. Et vous avez même un système d'overlay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire passer comme ça de gauche à droite en fait l'état précédent et l'état suivant. Donc ils ont vraiment retravaillé ce panneau-là. Et c'est avec ça que vient la mise à jour, en fait, apporte ce petit détail en plus, qui là, comme ça, peut paraître bête et anodin, mais en réalité, il faut vous projeter vraiment dans un gros cas, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, je sais pas, vous appelez Google, par exemple, vous avez une armée de designers avec vous, et il y a une équipe design system qui va être en charge de créer tous ces types de composants, on va dire, comme ça, ils sont prédéfinis et n'importe qui chez Google peut les utiliser. Et bien quand il y a des mises à jour, en fait, directement les designers pourront voir les avant-après, voir les comparatifs, là où avant, en fait, vous faisiez update et vous ne pouviez pas vraiment voir directement ce qui se passait. Et donc voilà, une fois que je fais l'update, je mets à jour mon style est mis à jour, je peux fermer mon panneau et je vois que mon rouge est passé au vert. Voilà.
Voilà pour la petite démo, c'était un peu ça l'idée, et c'est un peu la mise à jour qui a été mise, qui là comme ça peut paraître anodine, mais je peux vous assurer que sur un cas beaucoup plus gros, voilà, là où il peut y avoir beaucoup de designers, ça aura son importance, et c'est une mise à jour, je pense, qui va apporter énormément. Voilà les amis, pour le tour des grosses actus en quelque sorte. On va enchaîner avec notre petit jeu. Alors certaines peut-être d'entre vous n'ont pas encore testé. Je vais vous expliquer les règles. Bob qui met, et au niveau des updates, s'il y en a plusieurs, est-ce qu'elles se combinent en une seule update ou est-ce que ça en fait plusieurs et tu peux choisir celle que tu veux? Je pense que c'est, à mon avis, je pense que c'est une après l'autre. Mais c'est une question intéressante, il faudrait tester. Il faudrait effectivement tester. Moi j'ai testé sur une, mais effectivement si tu en as plusieurs, je pense que... En fait, à mon avis, ça va se porter sur l'élément. C'est-à-dire que, en gros, ça va comparer, à mon avis, les layers entre eux. Et donc, en tout cas, c'était comme ça. Moi, de mémoire, on a fait un design system dans mon ancienne boîte. Et en gros, quand tu faisais des mises à jour, il y avait autant de nombre de mises à jour de mémoire d'éléments en fait. Quand ton élément devait être mis à jour, par exemple, je sais pas moi, tu avais un bouton qui changeait de couleur, ben voilà, c'était une mise à jour. Donc à mon avis, ça va être l'un après l'autre, ça, je pense que ça va pas changer. Mais c'est à tester, c'est à tester. Ok, alors, j'ouvre tranquillement mon petit Gartic. Donc je vous explique pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, pour jouer avec nous, c'est pas très compliqué. Donc on va démarrer ce qu'on appelle Gartic Show, c'est un jeu en ligne en quelque sorte auquel on va pouvoir... alors, il faut que je passe du bon côté, voilà, c'est mieux. Auquel on va pouvoir jouer. L'idée en fait c'est que je vais dessiner des choses et vous allez devoir deviner un mot. Voilà, j'essaie de vous faire deviner un mot via un dessin. Et en fait, généralement, c'est un mot qui est en rapport avec une actualité. Donc en fait, vous devinez, et une fois que vous avez deviné, je vous explique en fait l'actualité qui est en lien et qui nous permettra du coup de façon assez ludique, on va dire, de découvrir un peu l'actu. Oui, tu peux tout à fait, Elia. Elia, tu peux, la question c'est est-ce qu'on peut jouer sur le chat? Je suis sur tel. C'est directement dans le chat, t'as rien à faire. En gros, tu fais des propositions dans le chat, ça va automatiquement récupérer ta réponse. Et tu peux faire autant de propositions que tu veux. Donc généralement, les gens écrivent plein de choses, on va dire, pour pouvoir... trouver la réponse. Voilà. Et à chaque fois, je donne un petit indice, style si vous trouvez pas de suite, et puis voilà, pour faire en sorte que ce soit plus facile pour vous. Je dis déjà si c'est un mot ou deux mots, etc., etc. Ok, alors on va commencer les amis. Je vais lancer ça. Je vais juste regarder. Quel mot je vais vous faire deviner? Alors, est-ce qu'on démarre par un simple? On démarre par un simple, comme ça permettra à tout le monde de piger un peu comment ça fonctionne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc on va pouvoir faire deux parties. Alors on va commencer du coup, je vais mettre des mots personnalisés, je vais vous mettre 90 secondes et on va faire 5 manches par partie. Donc voilà, 5 manches et on va voir qui est-ce qui remporte. Donc soyez prêts, mettez-vous directement sur vos... Mettez-vous directement sur le chat et je vais commencer avec la première actu qui est celle-ci, qui est assez sympa. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dessiner? on va commencer par simple. Allez, on va commencer par simple. Hop, je me mets ça. Antoine qui dit hello, j'arrive à temps. Tu arrives pile à temps. On commence la première partie. Je pense qu'il y aura 2 parties et chaque partie aura 5 manches. Donc tu arrives vraiment à temps. Et on va commencer avec quelque chose de très simple, les amis. Ça va être fait en un seul mot. Ok, je mets ça dans le chat. Il n'y a pas de notion de majuscule et tout. Hein. Vous embêtez pas avec ça. Ça, ils le prennent pas en compte. Que vous l'écriviez en majuscule ou en minuscule, c'est pris. Donc pas de souci. Allez, on commence. Premier mot, ça va être un seul mot, les amis. Très simple. Allez, je commence du coup mon petit dessin. Hop. N'hésitez pas à balancer, à mettre un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. Non, ce n'est pas TikTok. Commencez pas avec TikTok. Ah, attendez. Je vais essayer un peu de dérouter quand même. Je prends pas toujours les bonnes couleurs histoire de jouer un peu avec vos nerfs. Je l'ai hyper mal dessiné. Hein. Et bien joué Alexis, c'est deviné. C'était Netflix. Bien joué à toi.
Bien joué à toi. Et donc l'actu qui est en rapport, il s'agit d'une actu Numérama qui annonce du coup une mise à jour de l'application iOS de Netflix. Alors je sais pas si vous l'avez testé, moi j'ai testé, j'avais déjà vu effectivement qu'il y avait une mise à jour. Mais hop, je vais l'ouvrir comme ça on pourra regarder en même temps. Donc il y a du nouveau du côté de Netflix, du moins sur iOS. Après plusieurs semaines de tests, le numéro 1 du streaming vient de déployer sur tous les iPhones et iPad une mise à jour de son application. Au programme, une nouvelle présentation des contenus ainsi qu'une amélioration pour rendre l'application beaucoup plus réactive. Des retours haptiques, donc les retours haptiques en fait, vous savez, c'est si j'ai des petites vibrations, ce genre de choses, qui donnent aussi vie au logiciel et il semble vraiment plus agréable à utiliser. Un système de cartes aussi qui fait effectivement passer à Tinder, donc n'hésitez pas à aller tester. Je vais ouvrir mon application, comme ça je vais vous montrer en même temps. Le système de cartes, c'est ça, vous voyez. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah, on va pas y voir grand chose malheureusement. Bon bref, en tout cas, vous avez un système de cartes assez... qui présente en fait un film en gros. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il n'y en a pas la possibilité de swiper par contre, voilà. Mais en tout cas, c'est une présentation un peu à la Tinder. Et ensuite, il y avait un autre truc que j'avais vu qui était plutôt cool. Alors, ils mettent effectivement que ces changements donnent l'impression que l'application est beaucoup plus fluide, que les contenus ne semblent pas avoir besoin de charger, tout est déjà là. Puisqu'effectivement, il y a un système apparemment où quand vous cliquez sur un film, hop, ça passe en plein écran et il y a une transition très fluide. Et ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en gros, ils ont pompé, mais alors vraiment sans vergogne, sur le principe de TikTok. C'est-à-dire que vous avez un onglet, alors c'est lequel? Voilà, vous avez vous avez 4 onglets en bas d'écran. Il y en a un, c'est accueil. Ensuite, il y en a un qui s'appelle tout nouveau. Et donc, tout nouveau, en fait, vous avez la possibilité de choisir entre un onglet bientôt disponible et un onglet les plus regardés. Et c'est classé par date. Et l'avantage, c'est un peu comme un blog, en fait, c'est présenté comme des articles. Je peux vous montrer, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, malheureusement. Attendez, il faut que mon truc fasse focus. Allez, tu peux le faire. Voilà. Donc, il y a effectivement en bas... Là, ça va pas être facile, comme présentation. Vous avez l'accueil, ok. Donc ça, c'est le système de cartes dont on parlait. C'est mieux là, non? Ça doit être moins flou, je pense. Hein. Ensuite, vous avez cet onglet-ci qui permet d'avoir une espèce de chronologie. Oh là là, je vais pas y arriver. Une espèce de chronologie. Voilà. Mon autofocus n'est pas très réactif. Une chronologie comme ça qui, voilà, pour les films bientôt dispo, les plus regardés, etc. Et ensuite, il y a un onglet ici. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas pratique. Hein. Voilà. Où en gros, c'est vraiment à la TikTok. Vous allez pouvoir comme ça passer d'une vidéo à l'autre pour découvrir des nouveaux films. Et vous pouvez voir d'ailleurs en termes d'ergonomie sur le côté, c'est pareil. Ouais, vous pouvez voir ma liste, j'ai rien à cacher. Et donc, vous allez voir comme ça tout un tas de films en fait qui se présentent à vous, mais c'est vraiment en termes d'ergo, c'est très très proche de TikTok et ce système comme ça, enfin TikTok au début, maintenant c'est aussi les Reels d'Instagram, les Shorts YouTube, vous voyez, c'est un peu ce principe là. Et après, dernier onglet, téléchargement, bon voilà. Donc pas mal de nouveautés de ce côté-ci, n'hésitez pas si vous êtes iOS à aller tester ça. Bravo Alexis d'avoir remporté en tout cas cette première manche, on enchaîne, je passe, hop, je vous remets sur mon écran. Et on enchaîne avec une autre actualité. Alors, je pense que je vais... Attendez, je vais tout ouvrir parce que sinon je vais me perdre. Donc, on a celle-ci. Ok. Je vais faire dans l'ordre après. Celle-là. Parce que si je fais pas dans l'ordre, je vais me perdre. Celle-là. Ok. Celle-là. Hop. Voilà, et après ça la suite. Parfait. Allez, on enchaîne du coup. Alors là, ça va être un mot un peu plus... pas forcément en lien... Hop. Qui n'est pas forcément en lien avec la tech. C'est en un seul mot. C'est relativement simple. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous présenter ça, mais voilà. Merci beaucoup, WizWiz, qui nous rejoint. Allez, je vais mettre un petit dessin sous les yeux, sinon je vais pas y arriver. Ouais, mais alors il me faudrait quelque chose d'un peu plus simple, les gars, parce que... Bon, écoutez, je vais tenter, je sais pas si je vais y arriver. C'est en un mot, et c'est pas un nom de technologie, style Netflix ou je sais pas quoi, c'est pas un nom
Merci beaucoup Mister Glocks, salut à toi, merci pour ton tiers de niveau 1, trop sympa. Vraiment merci de soutenir la chaîne, n'hésitez pas évidemment à nous soutenir si vous le pouvez, et si vous le pouvez pas, bah, déjà vous êtes présent ici, donc c'est très cool, ça nous aide. Alors, je vais dessiner ça. Waouh, j'ai un modèle sous les yeux, mais... Je regarderai vos commentaires, mais là, je vous avoue, je me focus. Je donne tout, là. Oh, je crois que là, vous avez jamais deviné. C'est pas un circuit. Non, mais là, là c'est pas bon, c'est pas bon. Anto, t'as été mauvais, là. Comment je pourrais faire ça? Non, en vrai, c'est chaud, hein. Je sais pas comment je peux dessiner ça. En gros, c'est quelque chose qui vous permet de vous guider. C'est un peu plus simple, peut-être. Quand vous allez savoir. C'est pas un GPS, c'est un peu plus archaïque, on va dire. C'est à base de papier. Yes! Putain, j'ai honte de moi. En fait, je vous montre le... Je suis parti sur un modèle de carte. Je crois que je me suis chauffé. C'était ça à la base que je voulais dessiner. Vous voyez le truc? Genre avec les points et tout, pour moi ça semble évident. Sauf que, en fait, ça c'est théorie versus réalité, quoi. On dirait un vieux steak pété ou je sais pas quoi. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais vraiment pas grand chose. Putain, faut vraiment que je m'entraîne, la vérité, mais c'est compliqué, je vous le jure. Et quand vous dessinez comme ça avec une souris, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Bon bref, pourquoi je vous parle de cartes Pourquoi je vous parle de cartes en fait? Parce que on a un article du blog du modérateur qui a cartographié l'ensemble des métiers du digital de 2023. J'ai trouvé cet article vraiment très cool. En fait, c'est une espèce de vue d'ensemble de tous les métiers qui sont possibles et imaginables. Alors j'ai regardé, il y en a qui sont pas forcément certains, dans le sens où voilà, il y en a... Il y a des métiers où en gros, bah, des fois, c'est plus une vibes, on va dire, du moment et puis ça redisparaît. Mais il y a quand même, on va dire, les gros métiers qui sont représentés. Alors c'est bien parce que c'est classé par catégorie. Voilà, métier du marketing digital, etc. Et à chaque fois, il y a un descriptif plus les salaires moyens qu'on peut espérer. Alors, sur les salaires moyens, je pense qu'on va modérer un peu parce que franchement, j'en ai vu certains. Je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver ces salaires-là, mais bon... C'est un peu théorie versus réalité. C'est un peu comme quand moi je dessine sur Gartic, quoi. Mais voilà, j'ai regardé notamment Dev, ils disent qu'en junior on touche, je sais plus, 35 ou 40K. À Paris peut-être, mais alors en province, on va dire, je crois pas avoir la sensation enfin, il faudra me dire où, quoi. Clairement, il faudra me dire où. Donc voilà, la cartographie des métiers du digital de 2023, je trouvais ça bien et surtout c'est pratique pour vos proches si jamais... comme moi, vous n'arrivez pas trop à expliquer à vos proches qu'est-ce que c'est votre métier, bah, peut-être que ça leur donnera un bon guide. Et j'aime bien voilà, ce côté effectivement salaire aussi, parce que pour celles et ceux qui peut-être ne savent pas encore vers quelle voie s'orienter, ça peut être pratique. Qui c'est qui s'en va, Tompus? Ben, merci beaucoup d'être passé, Tompus. C'était très cool en tout cas. Stand-up meeting, et oui, je me doute. N'hésite pas à repasser un peu plus tard. Allez, on enchaîne du coup avec le mot suivant du coup. Le mot suivant qui est... je vais regarder. Allez, c'est parti, on va faire quelque chose de simple. Est-ce que je me suis bien caché? C'est bon. Hello Noé, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Donc en un mot les amis, en un mot, hop, j'envoie. C'est pas Twitter. Tac. Ah mince, j'aurais dû me mettre un... Je me suis pas mis de ref. Yes, allez go. Donc... plutôt simple, c'est un sujet vraiment d'actualité, vous allez voir. Et comme vous le savez, je dessine pas de ouf.
C'est pas Michelin. C'est pas IA, mais on n'est pas loin. C'est pas ChatGPT, mais on n'est pas loin. Tu te compliques la vie, c'est beaucoup plus simple que ça. Yes, Alexis a deviné. C'était Chatbot. Bien joué. Bravo à toi. Et l'actualité en rapport, du coup, ChatGPT. ChatGPT qui serait bientôt disponible pour les clients de Microsoft Azure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en gros, ils vont ouvrir potentiellement des API pour avoir accès à l'intelligence artificielle ChatGPT. Moyennant argent, on n'en doute pas, j'imagine. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle sera disponible en fait si jamais, on parlait d'API tout à l'heure, typiquement sur vos différents sites en ligne ou applications voilà, liées à Internet, etc. Vous aurez la possibilité, en fait, si vous êtes client Microsoft Azure et si vous prenez un abonnement en lien, alors je ne sais pas du tout, ils ne parlent pas de prix encore ou autre, mais en tout cas, ça sera disponible entre guillemets au grand public, même si je pense qu'ils vont viser les professionnels avec des tarifs certainement, j'imagine, assez élevés, mais on verra ça. Et donc, voilà, sachez que si vous êtes professionnel en tout cas, ou que vous avez simplement les moyens, on verra après en fonction du prix, et peut-être que ça sera accessible au plus grand nombre, je l'espère. Vos sites internet, vous pourrez avoir accès potentiellement, je pense que ça sera sous forme d'API, mais c'est ce qui est un peu indiqué, des sites internet bientôt dopés à l'IA. Microsoft annonce l'ouverture prochaine d'Azure OpenAI qui permettra aux clients de son cloud de bénéficier des technologies d'intelligence artificielle développées par OpenAI. Voilà, donc plutôt intéressant, et donc ils disent qu'on aura accès à une flopée de programmes comme GPT-3, Codex, DALL-E 2, etc. GPT-3, je crois qu'ils vont le passer en version 4 prochainement, donc voilà. Voilà, en tout cas, on enchaîne rapidement. Alexis qui prend une sérieuse option pour la première place, mais ce n'est pas encore fait, les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas à participer, même si vous arrivez juste maintenant. Ok, donc je vais essayer de vous faire deviner ça. Hop. Comment je peux faire ça? Ouais, mais c'est impossible. Je sais pas comment je peux vous faire ça. Bon, c'est pas grave, écoutez, je vais faire de mon mieux. Allez. Donc ça va être en 2 mots. En 2 mots. A plus, Bob. Merci d'être passé. Hop. Je crois sérieusement qu'il faudra que je vous donne des indices par contre, parce que vraiment c'est pas simple à... C'est pas très simple à faire deviner. Donc c'est un mot composé, ok. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas techniques, ça, ce que je suis en train de dessiner, c'est du HTML, donc c'est du code en fait, voilà. Hop. Voilà, là j'ai fait de mon mieux. Bien joué Alexis. Bien joué, c'était no code. Il était pas simple celui-là, je reconnais qu'il était pas simple, c'est vrai. Mais j'aurais jamais cru y arriver, en fait j'ai pas pris de référence et j'ai fait de mon mieux, finalement ça a bien fonctionné, donc je suis content. Ah désolé, Lupa, Toine qui était Liberty aussi, putain je suis vraiment désolé, des fois ça se joue à pas grand chose. Dub qui nous rejoint, bienvenue à toi, très content de t'accueillir. Pourquoi est-ce que je vous parle de dessin no code les amis? Parce que il y a un super outil que j'ai découvert, un super site qui s'appelle queloutilnocode.fr. Qui est, je crois que c'est maintenu par Alexis de la chaîne No Code France, et qui en gros répertorie tous les outils un peu no code que vous pouvez utiliser. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le no code, l'idée du no code c'est une espèce de mouvance on va dire, et qui est apparue ça fait quelques années maintenant, et l'idée c'est de vous permettre en fait d'accéder à tout un tas d'outils sans avoir la nécessité de développer si vous n'êtes pas développeur ou développeuse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très complémentaire avec le code. Il y a des gens qui ne font que du no code, il y a des gens qui le font de façon très complémentaire, c'est-à-dire qu'ils utilisent le no code et le code, et franchement c'est plutôt cool. Hello Timmy.png, merci à toi, super ton pseudo, j'aime beaucoup ça. Bienvenue à toi. C'est pour simplifier. Oui, c'est pour ça. Alors, ça dépend. Le no-code,
peut simplifier. Ça peut aussi te servir des fois dans une démarche de test, tu vois, pour éprouver un peu. Imaginons que tu as une idée, mais tu veux pas commencer à développer parce que ça prend du temps. Ben, tu testes un peu tout comme ça, quoi. Tu testes via des outils no-code un peu pour voir si effectivement l'idée est bonne. Tu l'as fait tester à des utilisateurs avant de vraiment passer dans le code. Et donc voilà, vous avez la partie, vous en avez de l'automatisation, la partie productivité, application web, mobile, API, enfin vraiment vous avez plein de choses. Et donc c'est vraiment très cool. Je vous mets ça dans le chat, hop. Comme ça vous pourrez aller tester queloutilnocode.fr. Et j'ai découvert du coup qu'il avait un espèce de chatbot qui est super cool sur le côté où il nous parle directement, vous allez voir, c'est pas mal. Hop. Salut, content de voir que tu t'intéresses aux outils no-code. Bah écoute, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aiguiller sur le choix d'un outil, n'hésite pas. Raconte-moi ton projet en quelques mots, en quelques lignes, avec plus j'ai d'infos, mieux ça sera, hein, mieux je pourrai t'aiguiller. Et puis voilà, je le ferai dès que possible. Je sais pas si j'aurai la bonne réponse, mais en tout cas, j'essaierai de te donner la meilleure réponse de mon point de vue. C'est pas mal, hein. Et, puis... et en fait, c'est un chatbot, mais vous répondez en vidéo. Et donc, en gros, vous pouvez lui répondre avec une vidéo, ou un audio, ou un texte, c'est comme vous voulez, quoi. Bref, je trouve ça pas mal comme principe d'interaction. Voilà en tout cas pour cet outil, quel outil no code, enfin ce site sur lequel vous allez pouvoir répertorier l'ensemble vous allez pouvoir retrouver en fait beaucoup de ressources liées à ça. Allez, on enchaîne du coup avec la dernière manche. Je sais pas si on aura le temps de refaire une partie, les amis. Ça va être compliqué, on va voir. Et donc, on enchaîne avec le mot suivant qui va être... Allez, celui-ci. Je vais faire celui-ci. Hop. Alors, ça va être en un mot. Hop. On est parti. Est-ce qu'on peut faire des couleurs un peu plus custom? Ouais, yes, parfait. Alors. Ah, ça dessine pas droit. C'est en un mot, hein. C'est pas Facebook. J'ai le temps de faire des détails, c'est cool. Tac. C'est pas facile, hein, j'avoue. Donc c'est une application, genre de logiciel, qui est basée sur l'intelligence artificielle en rapport avec la traduction. Je peux pas vous dire mieux là. Quelque chose que vous utilisez peut-être au quotidien, je ne sais pas. C'est pas Meta, c'est pas Zapier. Et Alexis qui a deviné, c'était DeepL. Bien joué à toi. Hello. Bienvenue Clément, bienvenue à toi. Très content de t'accueillir. Ah, malheureusement, t'as pas été assez rapide. Désolé. C'était DeepL, effectivement. DeepL avec une actu, hop, que j'ai. Tic-tac, je vais vous l'ouvrir incessamment sous peu. Une actu de l'éclaireur Fnac. Donc DeepL, un outil en ligne qui permet un peu de la traduction. En fait, tu connais pas DeepL, il faut que tu testes. Hein. C'est un genre de Google Trad, mais beaucoup plus boosté, on va dire. Et basé à l'IA, sur de l'IA. Et en gros, c'est arrivé quand même bien avant toute cette hype de l'intelligence artificielle. Et qui est vraiment efficace. Donc cet outil DeepL, je peux peut-être te le montrer. Voilà. Tac. Voilà, donc c'est vraiment un système de traduction classique, hein, un peu à la Google Trad, mais plutôt bien fichu et apparemment basé sur l'intelligence artificielle, et c'est assez efficace. Et donc en fait, ce traducteur en ligne qui jusqu'à présent était axé 100% gratuit, continuera à être gratuit, mais il y a un modèle payant qui est déjà en place. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte en gros que le gratuit suffisait à beaucoup de monde. Et donc, visiblement, ils vont, je pense, rendre un peu plus efficace, on va dire, la formule pro. Donc, grosso modo, ce que dit l'article, DeepL propose une formule pro payante qui ouvre l'accès à davantage de fonctionnalités, meilleure protection des données personnelles, personnalisation accrue des résultats, possibilité de traduire des fichiers entiers, administration d'équipe. Les avantages sont nombreux et largement mis en avant par l'entreprise sur son site. Seulement,
pour le Quidam, c'est pour le plus grand nombre, on va dire, la version gratuite fait souvent très bien l'affaire. Ça ne sera peut-être plus le cas à l'avenir, dans une certaine mesure. Le site ghack.net a en effet remarqué que la version gratuite de DeepL ne permet plus que de traduire 3000 caractères, et non plus 5000 comme cela était possible. Et donc voilà, cette mise à jour serait un peu en cours de déploiement, et visiblement ils vont essayer du coup de passer, d'avantager, on va dire, le modèle payant.